Mon Dieu, mais si j'en parle, on va jamais m'embaucher. Si on t'avait expliqué ce qu'on allait te faire à 23 ans, tu n'aurais jamais accepté. Si vous n'êtes pas écouté, allez-vous-en. Alors, ta dernière victoire? Elle s'appelle Adrien et il a 3 ans. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Sorority, l'émission qui libère la parole des femmes. Je suis très contente de vous recevoir, Marlène et Mona. J'ai eu la chance de vous interviewer lors des podcasts Adhésion Mutuelle qu'on avait consacrés aux maladies chroniques. Alors toi, Marlène, c'était pour l'endométriose. Exactement, oui. Et Mona pour la névralgie du trijumeau. C'est ça. C'est un truc un petit peu compliqué, tu vas nous expliquer, mais c'est pas forcément bien connu. Toutes les deux, vous vous connaissez pas? Pas du tout. Donc, je vais faire les présentations. Mais avant ça, je vous explique quand même le jeu de mots avec sorority. Quand même une histoire de thé. Donc, on va boire le thé, manger des petits gâteaux. Vous verrez que sur les gâteaux, il y a un mot, une phrase qui va peut-être lancer un sujet, qui va vous évoquer quelque chose. À vous d'attraper la balle au bon et de nous dire un petit peu ce que vous voulez à ce sujet-là. On est concentré aujourd'hui plutôt sur les douleurs invisibles, mais on va aussi parler de la vie, de votre vie, du quotidien, de ce que c'est aussi, parce que vous êtes toutes les deux mamans. Voilà, on va parler de beaucoup de choses. Et je vous remercie déjà pour toute la sincérité, la générosité que vous allez nous apporter, parce que je sais que l'une et l'autre, vous êtes plutôt comme ça. On choisit un petit thé? Allez-y. Allez, on va faire Vous avez du sucre, prenez une petite tasse. du sucre, ça va. On s'installe. Qu'est-ce que tu as choisi, Marlène? Au hasard. Allez, Allez, la laisse faire surprise. le hasard. Moi, je l'ai pris au hasard. Je vous ai proposé de faire un petit peu connaissance. Je vais commencer par toi, Marlène. Tu me dis si je... Pas de souci. Si je me trompe, tu as 45 ans? Ouais, 46 dans un mois. Aïe, 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 Ouais. pour 45, Ouais. c'est bon, ça marche. Toujours 45. Tu viens de Bordeaux Je viens de Bordeaux, oui, c'est ça. et tu es employée de banque. Oui. Et tu fais partie de ces personnes qui sont malades, mais qui ne sont pas invalides. Et tu as la chance de pouvoir continuer à travailler. Ouais, Et tu es plutôt dans un cadre favorable. je suis dans un cadre très favorable parce que j'ai pu en parler, parce que j'ai pu dire aussi les choses directement à mon employeur en disant voilà ce qui se passe au niveau de ma santé. Et je pense qu'on peut avancer avec son employeur au niveau de la prise en charge, s'il doit y avoir une prise en charge avec aménagement de poste, que si on arrive à en parler. Et j'ai eu de la chance d'avoir un employeur qui a été plutôt bienveillant par rapport à ça et qui a su de suite comprendre l'ampleur de la maladie, parce qu'on en parle de plus en plus de l'endométriose, donc les employeurs sont quand même assez informés. Mais j'ai beaucoup de chance parce que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Donc moi, j'ai de la chance, oui, Et je effectivement. précise que ton endométriose, elle est sévère. Elle est très sévère. J'en ai au niveau de l'intestin, j'ai au niveau de la vessie, j'en ai jusqu'au poumon, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, malgré la pilule en continu que je prends, il y a quand même des douleurs qui reviennent. Et je peux librement dire à mon employeur, voilà, ce matin je suis pas bien, je vais peut-être prendre 1 heure ou 2, pas de problème, voilà. Mais encore une fois, il faut pouvoir en parler et il faut avoir en face quelqu'un qui vous écoute. Et c'est, comme je le disais, pas toujours le cas. L'intérêt de la parole libérée. Exactement. Il faut pas avoir honte. Il faut pas se murer dans le silence, se replier sur soi et se dire mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais aller au travail, je vais pas être bien, mais c'est source d'angoisse supplémentaire. Mais encore une fois, voilà, tout dépend de qui on a en face. Tout dépend de. Et je dis ça parce que j'ai pris du recul par rapport à ça. Mais certaines jeunes femmes qui débutent dans la maladie ne vont pas oser de suite en parler à l'employeur. Il y a des jeunes femmes qui sont en CDD ou en intérim, qui se disent « Mon Dieu, mais si j'en parle, on va jamais m'embaucher ». Ça existe encore aujourd'hui, où on a la peur de dire, de peur de pas avoir d'évolution de carrière, qu'on ait un contrat, entre guillemets, précaire et que du coup, oh là là, elle est malade, non, on va s'arrêter là. Donc c'est vrai que c'est encore très, très compliqué, oui, c'est encore compliqué. Et toi, Mona, tu as 42 ans? Oui. Tu 43. as 43. Tu viens des Yvelines. Oui. Et toi, tu ne peux plus travailler, par contre. Non. Tu es en invalidité. Voilà, déjà quelques années. 7 ans déjà. Depuis 7 ans. Donc moi, c'est un peu particulier parce que j'ai un parcours médical extrêmement atypique.
Je cumule plusieurs maladies chroniques qui sont toutes invisibles, donc je connais bien le sujet. Donc j'ai des névralgies du trijumeau, qui sont des névralgies plutôt faciales. J'ai des névralgies d'Arnold, donc c'est plus sur l'arrière de la tête. J'ai une malformation d'Arnold-Chiari, qui est une pathologie qui est extrêmement rare, qui se caractérise par la descente du cervelet dans les cervicales, pour faire simple. Donc avec beaucoup de douleurs à l'arrière. Avec énormément de douleurs, avec une augmentation de la pression intracrânienne, avec des périodes comme ça d'hypertension intracrânienne qui sont très très difficiles à vivre parce que ça provoque énormément de symptômes, des douleurs, mais pas que. Ça provoque des troubles visuels, ça provoque des vertiges. Donc quand je suis en période comme ça d'hypertension intracrânienne, c'est très difficile à gérer. J'ai une moelle attachée basse aussi qui est liée à ce Chiari. Donc en fait, c'est une anomalie. Hein. Je suis probablement née comme ça, avec la moelle épinière qui est attachée trop bas dans la colonne. J'ai un syndrome d'Ehlers-Danlos aussi, qui est un problème de collagène. Cumul, hein, quand même. Oui, j'ai de l'endométriose également, comme Marlène. D'accord. J'ai été opérée 2 fois. Vous rejoignez. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de pathologies qui se cumulent, qui s'imbriquent les unes dans les autres, à tel point que parfois on ne sait pas trop si le symptôme, à quelle pathologie attribuer le symptôme. Donc voilà, c'est assez compliqué. Professionnellement, pendant des années, j'ai eu la chance d'avoir des collègues de travail très bienveillants. Et puis un jour, je suis tombée sur une mauvaise équipe et sur un poste de travail qui n'a volontairement pas été adapté par rapport à mon handicap invisible et qui a provoqué une aggravation, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en invalidité. Donc voilà, c'est vrai que professionnellement, ça a été très compliqué pour moi. Pour autant, effectivement, j'ai 2 enfants, donc je peux pas me laisser abattre. Invalide, mais pas inactive. C'est ça, exactement. Je suis très investie dans la scolarité et les activités de mes enfants, qui sont très actifs, donc ils font beaucoup de sport, de musique, d'activités artistiques. Et voilà, cette invalidité, quelque part, je l'ai très mal vécue au départ, et puis finalement, je la prends quand même comme la chance de pouvoir voir grandir mes enfants, d'être très présente pour eux. Donc j'ai finalement pris que le positif que cette situation pouvait dégager pour voilà, ma famille et mes enfants. T'as besoin d'un petit biscuit, je sens. Alors, en plus, ça tombe bien. Regarde ce qu'il y a écrit dessus. C'est dans ta tête. C'est ça, c'est le sentiment que, en fait, j'imagine que l'une et l'autre, à un moment donné, vous avez dit, mais c'est pas dans ma tête quand même tout ça. Ou est-ce qu'on ne vous l'a pas même dit, c'est dans ta tête? Clairement, moi, on me l'a dit plusieurs fois. Alors toi, physiologiquement, ça se passe dans ta tête. Alors, c'est ce que souvent je leur réponds, c'est-à-dire que littéralement, c'est dans ma tête. Mais au sens littéral du terme. Pour avoir lu beaucoup d'études justement sur tout ce qui est douleur psychosomatique, aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui prouve qu'une douleur chronique, elle peut être induite par le psychisme. C'est pas possible. En tout cas, il n'y a pas d'études qui le prouvent. Et je trouve que cette carte-là, elle est sortie beaucoup trop facilement par les médecins. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, donc on va sortir ça très rapidement. Ça devrait être la dernière option. Une fois qu'on a cherché vraiment partout, qu'on a poussé les examens à fond et qu'on n'a rien trouvé, peut-être que c'est le côté psychologique qui induit des douleurs. D'accord. Mais ça doit être en dernier ressort. Je pense que comme toi, comme pour moi, ça a été sorti très rapidement. Trop rapidement. Et trop facilement. Trop facilement. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une volonté de pas vouloir vraiment aller chercher plus loin, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds, parce qu'on va tomber peut-être sur des maladies qu'on ne connaît pas. Il va falloir s'investir au niveau médical. Aujourd'hui, on a un corps médical en France qui n'a pas le temps de s'investir dans les maladies rares, qui n'a pas forcément l'envie non plus. Donc, tomber sur une maladie rare, ça leur demande en fait des efforts en temps, des efforts aussi de compréhension des mécanismes de la pathologie qu'ils n'ont pas forcément envie de nous donner. Ils n'ont pas forcément les moyens non plus de le faire. Combien de temps il s'est passé pour l'une et l'autre entre le début des symptômes et enfin un mot posé sur toutes ces douleurs invisibles? Toi, Marlène, ça a duré un moment. Début des symptômes dès l'apparition des premières règles, donc 14 ans. Premier mot endométriose, diagnostic posé entendu 20 ans après.
J'avais 34 ans, Donc c'était en 2013. 20 ans d'errance médicale pour toi. 20 ans d'errance médicale, beaucoup de gynécologues consultés entre 14 et 34 ans, hein, mais jamais, aucun ne m'a jamais parlé d'endométriose. J'ai bien, à chaque fois, je disais bien les symptômes que j'avais, les douleurs insupportables, les vomissements, les évanouissements. J'ai tout entendu, que j'étais dépressive, que j'étais bipolaire, que je faisais ça pour attirer l'attention, que je me créais moi-même des douleurs. J'ai tout entendu. Et à un moment, j'ai arrêté de consulter parce que personne ne me croyait. Et c'est là où la maladie a pris de l'ampleur, sans que je le sache, parce que pour moi, on me disait que c'était normal d'avoir mal, donc je continuais à souffrir. Sauf que je remarquais quand même que les périodes où je souffrais, c'était pas spécialement pendant les règles, c'était avant, c'était après. J'avais des symptômes qui étaient bizarres. Hein. J'avais du mal à uriner, j'avais du mal à aller à la selle, j'avais une douleur à l'épaule, les rapports sexuels douloureux. Mais à aucun moment, tu te dis, ça doit être une maladie. Tu te dis, puis tu avances. Tu avances avec tes douleurs, les années passent, et puis tu en parles, et puis un jour tu arrêtes d'en parler. Ça sert à rien, puisque personne ne me croyait. Et qu'en fait, on m'a un petit peu mis dans cet état d'esprit où c'était normal. Donc, puisque c'était normal d'avoir mal, j'étais peut-être un petit peu sensible à la douleur. Donc, je me disais, allez Marlène, peut-être que tu es un peu sensible. Et en fait, non, j'avais raison. Mona, toi, ton diagnostic a mis combien de temps? Long aussi, hein, je crois. Alors, pour l'Arnold-Chiari, ça a été assez rapide parce que moi, je me suis réveillée un matin, j'avais extrêmement mal à la tête et j'avais beaucoup de vertiges. Je tenais plus debout. C'était vraiment cette sensation d'être comme sur un bateau en permanence. Ça tanguait. Et puis, je faisais beaucoup de malaise. Donc, ça a été du jour au lendemain. Donc, au départ, j'ai consulté des cardiologues, des neurologues, etc. Et pareil, on ne m'a pas cru. On m'a dit non, mais tu es surmenée, tu fais beaucoup d'activités, tu montes beaucoup à cheval, voilà. Ça ne peut pas être quelque chose... prends des antidépresseurs, puis tu vas voir, ça va aller mieux. Et étant, moi, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai une formation de pharmacie. Donc, je savais parfaitement que si on allait dans cette voie du psychologique psychiatrique, s'il y avait un réel problème physiologique, personne ne ferait marche arrière. Donc, j'ai toujours refusé de prendre des antidépresseurs et j'ai toujours poussé pour que, tout simplement, on fasse une IRM cérébrale. Donc, chose qu'ils ne voulaient pas faire dans un premier temps. Et au bout de 2 mois, à force de bataille, d'hospitalisation, etc., c'est un ORL que je connaissais bien parce qu'il m'avait déjà opéré d'autres choses étant plus jeune. Et il connaît aussi très bien ma famille. Donc lui m'a dit, je vais te passer un examen pour tes vertiges et puis on va voir. L'examen était complètement anormal. Donc il s'est dit, il y a quelque chose. Déjà, il s'est excusé de ne pas m'avoir cru, déjà. Donc c'est pas grand-chose, mais là, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien à ce moment-là. Et il m'a dit, on va faire une IRM cérébrale. On a fait l'IRM cérébrale et ils n'ont pas vu le Chiari tout de suite. Ils n'ont pas vu que le cervelet n'était pas à sa place. Ils ont vu que j'ai un kyste, donc on appelle ça un kyste arachnoïdien, donc c'est un kyste à l'intérieur du cerveau. Et ils sont partis là-dessus en disant, il va falloir t'opérer de ce kyste, par contre, tu vas perdre l'audition de l'oreille gauche, etc. Mais c'est trop gros pour nous, tu vas aller dans un centre plus expérimenté. Je vais voir un autre ORL qui me dit, en fait, c'est pas pour moi, c'est plutôt du domaine du neurochirurgien. Donc je vais voir un neurochirurgien et lui me dit, mais ton kyste, c'est pas ton plus gros problème, en fait. Par contre, ton cervelet est pas du tout à la bonne place, tu as une malformation d'Arnold-Chiari et si je t'opère pas très rapidement, tu vas finir tétraplégique. Donc combien de médecins avant qu'on mette le mot dessus? Au moins 5. Au moins 5, oui. Au moins 5, oui. Donc, et j'ai été opérée 3 semaines plus tard. Donc, une chirurgie extrêmement lourde. La décompression des amygdales cérébelleuses, c'est... on nous fait un trou dans la tête, on retire un maximum d'os et on laisse comme ça. Donc, encore aujourd'hui, j'ai un trou énorme au niveau de la nuque parce qu'en fait, ça permet de diminuer la pression dans la tête.
Donc voilà, on m'a dit, bah, c'est comme ça, mais t'inquiète pas, d'ici 8 semaines, tu iras mieux, tu pourras reprendre le travail, etc. Donc moi, je les ai naïvement crus. Et on m'a expliqué plus tard, hein, parce que bon, moi, je me suis réveillée de cette chirurgie, les douleurs avaient décuplé, les vertiges, c'était encore pire. Je suis restée très longtemps alitée et je comprenais pas pourquoi ça ne s'améliorait pas. Et c'est après qu'on m'a dit, mais en fait, si on t'avait expliqué ce qu'on allait ce qu'on allait te faire à 23 ans, tu n'aurais jamais accepté. Donc, on a été obligé d'un peu édulcorer la réalité, de t'en dire le moins possible pour que tu acceptes cette chirurgie. Donc, je me suis sentie un peu trahie par le corps médical, ça c'est sûr. Après, à force de rééducation, de traitement en centre antidouleur, j'ai quand même réussi à avoir une vie qui s'est stabilisée, pas tout à fait normale parce que j'étais très fatiguée, mais je veux dire, j'avais pas de signes, je pouvais marcher, je pouvais travailler sur des postes adaptés, etc. Et suite à une dégradation 11 ans plus tard, c'est là que j'ai commencé à faire moi mes propres recherches médicales et à me dire bon, c'est pas possible, il y a un problème. Comment ça se fait qu'au bout de 11 ans, mon Chiari, il redescend, il se passe quoi? Et j'ai compris qu'en fait, j'avais une anomalie du sacrum, en fait, donc une moelle attachée basse. Et je suis allée en Italie. C'est en Italie qu'on m'a diagnostiqué. J'ai aussi envoyé mes documents à Barcelone. Il y a une clinique privée qui est très spécialisée. Et j'ai eu 2 diagnostics identiques. Alors qu'en France, on me disait, non, c'est la chronicité du Chiari, c'est douleur, c'est normal. Tu sens plus ta jambe, c'est normal. Tu vas plus sentir l'autre non plus. Et nous, on peut rien pour toi. Donc, c'est normal. Par contre, surtout, ne va pas à l'étranger te faire opérer. N'y va pas parce que... surtout pas. Surtout pas. C'est des charlatans. Tu vas juste perdre de l'argent. Et finalement, c'est la meilleure décision que j'ai prise. C'est d'aller en Italie me faire opérer. Donc, finalement, le Chiari diagnostiqué en 2 mois, difficilement. La moelle attachée basse, au final, ça a pris 12 ans. Et l'endométriose, ça a pris 20 ans. Il est temps d'un deuxième petit biscuit. C'est ton tour. Mais pour toi. Allez, celui-ci. Alors, ce biscuit, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Un conseil à la toi d'avant. À la toi d'avant, celle qui n'était pas diagnostiquée, celle qui était en errance, qu'est-ce que tu lui dirais si tu pouvais la rencontrer? Ah, purée, il y a tellement... C'est dur cette question, ouais. C'est très très dur. C'est un conseil à la toi d'avant, c'est de pas écouter ces personnes-là qui t'ont dit que c'était dans ta tête et de continuer à enfoncer des portes et de croire en toi, de croire en toi, de croire qu'il y a quelque chose qui va pas et de continuer d'avancer pour essayer de te faire entendre. Il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance, mais encore une fois, quand vous avez personne qui vous écoute, vous frappez à une porte, à 2 portes. Mais c'est un peu comme si quelqu'un vous répétait tous les jours, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Au bout d'un moment, vous vous dites, oui, c'est vrai, c'est dans ma tête, alors que les douleurs sont bien réelles. Donc à celle d'avant, je dirais, non, il y a quelque chose qui ne va pas, Marlène, continue. N'arrête pas de consulter. Si vous n'êtes pas écouté, allez-vous-en. Allez frapper ailleurs. Allez frapper ailleurs. Et jusqu'à ce que vous soyez écouté, jusqu'à ce que vous ayez une oreille bienveillante en face de vous, ça peut prendre du temps. Ça peut être pénible. Mais croyez en vous. Croyez en vous. Vos douleurs sont réelles, elles ne sont pas dans votre tête. En fait, c'est ça. Adhésion Mutuelle est partenaire du site que vous connaissez peut-être, c'est deuxièmeavis.fr. Qu'est-ce que vous en pensez du fait d'aller chercher aussi un autre avis? Il faut. Parce que c'est une plateforme qui permet en 7 jours d'avoir une réponse d'expert. Ça aide, ça concrètement. Il faut pas surtout quand on débute dans le parcours de prise en charge de la maladie. Parfois, on ne sait pas, on n'a pas compris l'explication. Deuxième avis, mais toujours. Ça me semble primordial aussi. Mais bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vu 5 neurochirurgiens. Bon, 5eameavis.fr n'existe pas encore. Mais un deuxième avis, c'est vraiment quelque chose qui doit être ancré maintenant pour tout le monde. On a un diagnostic,
faut toujours aller voir ce qu'un autre expert peut dire, s'il confirme le diagnostic ou non, s'il part sur une autre piste, s'il confirme aussi des traitements, parce que parfois on a le même diagnostic, mais on nous propose des traitements différents, et c'est important d'avoir toutes ces informations-là. Donc oui, c'est très très important. Il ne faut pas rester dans le doute. Il faut toujours demander un deuxième avis, même s'il confirme le premier, super, mais il faut toujours demander un deuxième avis, toujours. Et toi, Mona, si tu avais un conseil à la toi d'avant? Ben oui, je dirais la même chose. Je dirais fais-toi confiance, fie-toi à tes ressentis. Parce que quand on sent profondément dans ses tripes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, généralement, voilà, on a raison. C'est-à-dire que pour mon cas, à aucun moment il était possible que des vertiges et des douleurs si violentes puissent venir d'un état psychologique défaillant. C'était pas possible. Et c'est vrai qu'à force, on peut perdre toute logique. Complète. Parce qu'on nous dit, mais non, c'est rien, ça va passer, t'es fatigué, machin. Et on peut être amené à les croire en se disant, bah oui, à se remettre en question, se dire, bah peut-être que tout ça, je l'ai inventé et que ça n'existe pas. Mais il y a toujours une petite voix au fond de nous, il y a toujours quelque chose de viscéral qui nous dit que non, on a raison, ce qu'on a, c'est grave. Et on le sait quelque part que c'est grave. Et il faut vraiment écouter cette voix parce qu'elle a raison, quoi. Et alors ça, par contre, c'était plutôt prévisible. Le petit gâteau. Mona, tu nous dis ce qu'il y a dessus et ce que ça t'évoque. L'entourage, un soutien? C'est une question. Bah oui et non. Oui et non. Ça dépend par qui on est entouré, c'est toujours pareil. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai un mari extraordinaire qui m'a toujours soutenue de façon inconditionnelle. Quand je me suis fait opérer de la tête, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Et pour moi, cette opération, je pensais que j'allais mourir. Je pensais que je ne pouvais pas m'en sortir, que c'était trop grosse chirurgie. Donc je lui ai laissé le choix, en fait. Je lui ai dit, mais je t'en voudrais pas si tu pars. Et il est resté. Et nous sommes ensemble depuis 23 ans aujourd'hui. Et nous avons 2 petits garçons. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de soutien par rapport à mon mari. Quand j'ai décidé d'aller en Italie, avec le coût que ça représentait, il m'a dit, bah, il n'y a pas de souci, je vais vendre ma moto, je vais payer ton opération. Parce qu'il n'y avait pas de prise en charge, c'est ça? Non, il n'y avait pas de prise en charge. J'ai payé en tout à peu près 10 000 €. Oui, donc c'est un sacré budget. Donc c'est un sacré budget. Par la suite, j'ai entamé des poursuites contre la Sécu et j'ai obtenu un remboursement de la moitié, à peu près. Donc j'ai eu 5 000 € qui sont restés à ma charge. Aujourd'hui, j'aide les autres patients à faire les démarches auprès de la Sécu pour obtenir une prise en charge complète. Donc voilà. Après, l'entourage, ça fait beaucoup. La maladie, ça fait du tri. Hein. Ça fait du tri dans les proches, ça fait du tri dans les amis. Et puis, quelque part, c'est pas un mal parce qu'on ne garde que les meilleurs. Donc c'est vrai qu'après, on a un entourage restreint, mais on n'a que des gens sur qui on peut compter. Et pour toi, Marlène, alors les proches, soutien ou pas? C'est compliqué. Oui et non. Voilà, c'est un peu comme Mona. Des gens se sont éloignés parce qu'effectivement, pour eux, j'étais une menteuse. Voilà. Bon, ceux qui sont partis, j'ai envie de dire, au revoir, merci. Enfin, même pas merci. A contrario, j'ai une tante avec qui on se fréquentait pas trop, qui s'est beaucoup rapprochée de moi. Parce qu'elle a su que j'avais de l'endométriose et qu'elle en avait aussi. Donc, elle connaissait un petit peu. Donc, maintenant, aujourd'hui, on est très proches. Au niveau de l'entourage, on va dire amis, c'est exactement comme Mona. C'est-à-dire que le téléphone sonne, tu viens. Non, je ne peux pas, je suis pliée en deux. Bon, ça le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, on arrête, c'est fini, le téléphone ne sonne plus. Le tri se fait naturellement, mais au final... Ouais, c'est peut-être pas plus mal aussi. Ou alors, il y a des gens aussi, à contrario, qui sont revenus vers moi, qui se sont excusés, qui ont dit « Marlène, on a déconné. On ne t'a pas cru, excuse-nous, on s'en veut. Voilà, explique-nous. » Et ça m'a fait du bien aussi, parce qu'ils ont reconnu qu'ils avaient échoué, voilà, dans leur rôle d'amis. Mais il n'y a pas de souci. On est toujours très, très liés, il n'y a pas de problème.
Et avec mon conjoint, j'ai eu de la chance parce que ça fait 20 ans cette année qu'on est ensemble. Ça a été un petit peu plus compliqué pour lui parce que dans l'endométriose, il y a des rapports sexuels qui sont très douloureux. Donc, ça crée quand même des tensions hein, quand vous dites à votre conjoint non, je peux pas, j'ai mal, mais qu'il n'y a pas de diagnostic posé. Donc, encore une fois, faut pouvoir l'expliquer. Puis après, il y a l'annonce qui est faite de vous n'aurez jamais d'enfant. Je lui ai dit va faire un enfant ailleurs et reviens. Il l'a pas fait. Heureusement pour moi. Mais je veux dire, comme on dit, il a eu un rôle un peu de punching ball parce que c'était la seule personne en fait qui était là avec moi. Et c'est vrai que je le remercie d'être resté encore aujourd'hui. Alors il y en a qui vont dire non, t'as pas à le remercier, il t'aime. Si, parce que des fois l'amour n'excuse pas non plus, n'excuse pas le fait qu'on peut pas avoir de relations sexuelles alors qu'on s'aime, c'est compliqué. Le parcours pour avoir un enfant, ça met quand même un couple à l'épreuve. L'endométriose est quand même une maladie de couple. Donc, même s'il y a l'amour, ça n'excuse pas le fait qu'il soit resté. Un jour, il m'a dit, où je suis allée un petit peu trop loin, il m'a dit, je t'aime, mais je vais partir parce que là, c'est plus possible. Ok, on va se calmer, on va poser les choses. Et il faut encore une fois communiquer. Il n'y a qu'en communiquant sur ce qu'on ressent, sur les douleurs ou... Mais malgré ça, voilà, les rapports intimes quand même créent quand même certaines tensions dans le couple. Ouais. Il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir se soulager avec ça. Quoi. C'est très compliqué. Allez, un dernier biscuit avant de se quitter. Pour qui? Pour toi. Qui veut répondre à ça? Allez, le dernier pour la fin. Hop! Une victoire récente. Alors, ta dernière victoire? Eh bien, ma dernière, je pense que c'est la plus belle, mais elle s'appelle Adrien et il a 3 ans. Quand en 2013, on m'a annoncé que c'était fini, je n'aurais jamais d'enfant, le temps que j'assimile, j'avoue qu'on a quand même été avec mon conjoint très peinés. Ça a été très dur. Vous vouliez avoir un enfant, vraiment Alors, oui, mais si tu veux, on voulait avoir un enfant, mais j'avais 34 ans à l'époque, on s'affolait pas non plus que ça. Bon, oui, on était dans le projet, mais on n'allait pas encore faire les démarches pour consulter parce qu'on n'y arrivait pas. Donc, en 2017, je décide quand même de rentrer en protocole de FIV sur les conseils des médecins pour essayer. Et on a droit à 5 essais et on a fait 2 essais qui, bien évidemment, n'ont pas du tout marché. Au 3e essai, au moment d'y retourner, c'est la clinique qui met fin, qui me dit avec mon conjoint, c'est terminé, on arrête là. L'endométriose, en fait, reflambait parce que je n'avais plus aucun traitement. Mes reins étaient en train de se dilater. Enfin, c'était la cata totale. Tu étais en danger, finalement. J'étais en danger. Donc là, j'ai pris 2 ans où là j'ai été un petit peu en dépression. J'avais besoin de couper tout avec la maladie, de plus penser à ça. Et puis en décembre 2019, je pète un plomb. Le 25 décembre, je dis c'est terminé. Je veux trouver une solution. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on essaye. Tu voulais pas passer un Noël de plus? En fait, si tu veux, je pense que j'avais besoin d'aller au bout. D'aller au bout pour essayer d'avoir un enfant pour pas regretter. C'était ça surtout ma démarche. Et j'en ai marre de ces Noëls. Et il y a beaucoup peut-être de jeunes femmes qui vont nous écouter et qui vont comprendre qui savent ce que c'est d'avoir des Noëls sans cri d'enfant, sans pouvoir avoir d'enfant en étant malade. C'est une période qui est très compliquée. Et j'ai pété un plomb et j'ai pris rendez-vous sur Internet, sur une clinique en Espagne, parce qu'en France, j'étais trop vieille. La clinique en Espagne, j'amène mon projet en février. Bon, ils me disent pas oui, ils me disent pas non. Ils me donnent leur accord au mois de mars 2020. 2 jours après, les frontières sont fermées, c'est le Covid. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Pourquoi moi? Voilà. Et là, tu te dis, bon, ça ne pouvait que tomber sur moi. Et les mois passent, et les mois passent, et les mois passent. Et on fait un premier transfert d'embryon en décembre 2020. Qui va tenir 2 mois et qui va malheureusement pas tenir après.
Et mars 2021, j'y retourne et je n'avais pas envie. Parce que déjà, ça coûte cher. On était quand même à plus de 12 000 € de traitement. Et mon conjoint a eu cette phrase magnifique qui dit « On a payé, on y va ». Bon. Le pragmatisme. Voilà, enfin, je veux dire, oui, t'as pas tort, t'as pas tort. Et on y est allé et pour moi, c'était fini. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Voilà, elle est super, on me transfère l'embryon, c'est terminé. Et puis prise de sang, et puis vomissement, nausées, puis ça évolue, puis ça évolue, puis échographie. J'ai vraiment lâché prise quand, en fait, les médecins m'ont dit cette fois-ci, Marlène, si vous accouchez maintenant, l'enfant peut survivre. Là, ça a été... donc jusqu'au bout, jusqu'à quoi? Jusqu'à 6 mois, tu n'y as pas cru? Non. Jusqu'au dernier jour de ma grossesse, je vais faire une confidence, j'ai mis tous les jours la main dans ma culotte pour voir si je ne perdais pas du sang. Jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Jusqu'à la veille de l'accouchement à la césarienne, parce qu'ils avaient peur que mes cicatrices dues aux opérations lâchent. Tous les jours. Il ne s'est pas passé un seul jour sans que je regarde si je ne perdais pas du sang. Et aujourd'hui, Adrien est là. Ah, il est bien là, d'où les cernes. Il est bien là, il est là. Et je remercierai jamais assez cette donneuse d'ovocytes qui ne sait pas que ça, voilà, comment ça aboutit, mais aujourd'hui, je sais qu'on peut aimer une personne qu'on ne connaîtra jamais et dont on ne connaît même pas le visage, si ce n'est le visage de mon fils, qui ne me ressemble pas, mais qui a le plus beau des visages du monde. Avec tes enfants, bien évidemment. Évidemment. Mais ça, c'est ma plus belle victoire sur le pronostic qu'on m'avait dit où ce ne sera jamais possible. Et j'ai eu des médecins formidables qui m'ont encouragée à aller en Espagne, qui m'ont dit « tente-le ». J'avais besoin de tourner la page, tout simplement, d'aller au bout. Et si ça n'aurait pas marché, bien sûr que j'aurais été triste. Mais au moins, la page était tournée et j'aurais essayé. Mais c'est bien fini. Donc, c'est ma plus belle victoire. Et c'est une belle histoire. Ah ouais. Et toi, Mona, ta dernière victoire? Ou ta plus belle victoire, comme tu veux? Ma plus belle victoire, alors au-delà de ce livre, je pense que ma plus belle victoire, c'est ce qu'il a provoqué. C'est-à-dire que ce livre a permis d'informer les patients et aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de patients qui sont allés soit en Italie, soit en Espagne pour subir la chirurgie que j'ai subie et qui ont eu d'excellents bénéfices. Donc moi, ma plus belle victoire, ce sont ces personnes-là. Ces personnes-là qui, un jour, sont tombées par hasard sur mon livre sur Internet et qui y ont cru et qui sont allées au bout et qui aujourd'hui vont mieux. C'est vraiment ça. Merci beaucoup à tous les deux. Vraiment, merci pour vos témoignages hyper sincères, hyper généreux. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à part le meilleur? Franchement, voilà, bonne chance à toutes les deux. Puis je vous dis peut-être à bientôt, on ne sait jamais. Mais bien sûr, merci. Avec plaisir. Ouais. Et on continue à garder le sourire. Toujours. Toujours. Merci.